Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur les meilleures lectures de 2023 jusqu'à maintenant. Alors ça va se diviser en deux parties. D'abord vous allez avoir les mentions honorables, sur lesquelles je vais essayer d'être rapide mais voilà. Et vous allez avoir les meilleures lectures de l'année jusqu'à maintenant. Alors pour les meilleures lectures de l'année, je vous en ai déjà un petit peu parlé en fait dans le média Book Freak Out Tag, mais j'essaierai d'être, je sais pas, plus expansive, mais alors si je fais ça, ça va durer longtemps. Donc voilà, je vais déjà commencer par les mentions honorables. On a d'abord l'alphabet des adieux, pas du tout des aveux, l'alphabet des aveux de Louise de Vilmorin, qui est un recueil de poèmes de Louise de Vilmorin, qui est une hôtesse bien sûr, c'est le soir. Une poétesse donc française qui n'est pas très connue, elle mériterait de l'être, et donc ses poèmes sont assez souvent en fait, alors c'est illustré par Jean Hugo, voilà, vous avez ici une illustration, et ce sont parfois des jeux de mots en fait, par exemple ici clairement, mais c'est parfois aussi un petit peu plus classique. C'est très beau, donc si vous ne connaissiez pas cette poétesse et que vous avez envie de vous mettre un petit peu plus à la poésie, c'est pas de la poésie hermétique ou terriblement, comment dire, difficile à comprendre ou ce genre de choses. C'est plutôt une poésie de jeu tout en étant une belle poésie. Donc voilà, elle fait aussi des calligrammes. Donc je vous la recommande fortement si vous ne la connaissez pas encore. Elle a aussi écrit des romans. J'en ai un ici que je n'ai pas encore lu qui s'appelle La lettre dans un taxi, que je lirai probablement bientôt. Ensuite, nous avons parmi les mentions honorables Night and Silence de Shannon Maguire, c'est-à-dire le tome, alors je crois que c'est le 12 de la série October Day. J'ai pété un plomb dans la dernière vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tous les derniers tomes de October Day qui étaient disponibles sur Audible US. Pas sur Audible France. Pourquoi tant de haine? Bref, donc là c'était le dernier tome qui était disponible sur Audible France, donc Night and Silence, et c'était l'un des meilleurs que j'ai lu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il est à la hauteur de Ashes of Honor de l'année dernière? Je ne sais pas, mais il était incroyable. Je l'ai adoré. Et j'ai très envie de continuer cette série. Je ne peux pas. Alors je pourrais effectivement la continuer soit en numérique, soit en papier, mais j'ai envie de continuer les audiobooks parce que maintenant j'ai juste envie que Marie Robinette Kowal me raconte l'histoire. Voilà. Je suis joie. Ou pas. J'ai pas trop envie de vous en dire sur ce tome parce que clairement hein, c'est le dernier tome de la série, donc je risque de vous spoiler. Enfin le dernier tome de la série. Le 12e tome de la série, donc je risque de vous spoiler puisqu'on est quand même loin. Mais on va dire qu'on en apprend davantage sur certains personnages, qu'il y a des choses qui arrivent dans ce tome. Voilà. Je ne peux rien vous dire. Sachez juste que c'est toujours aussi génial et que j'adore toujours autant les personnages et surtout la famille donc qu'ils représentent. Voilà, c'est juste trop bien. J'ai trop envie de lire la suite. Peut-être que je lirai quand même la suite en numérique. Parce que j'ai le tome 13 en numérique. Mais l'audio... ensuite, nous avons Mémoire de la forêt tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe par Michael Brun-Arnaud. C'est un des livres sélectionnés pour le PLIB, donc c'est un des finalistes du PLIB 2022. J'ai toujours envie de dire 2023. On est en 2023 mais c'est le PLIB 2022. Et c'était génial, il est illustré par Sanoé, voilà. Je crois que ça se dit comme ça. Et je vais tenter de vous montrer, voilà. Deux petites illustrations. Voilà, c'est très beau, c'est assez enchanteur et alors c'est à l'origine un livre jeunesse, mais alors je ne sais pas trop comment dire ça. J'ai l'impression qu'il y a une double lecture en fait, que ça va toucher le public visé, donc les jeunes, les enfants, mais ça touche aussi les adultes et alors c'est ravageur. J'ai lu ce livre, j'ai pleuré, c'était terrible, c'était aussi très beau et j'adore cette illustration. Et voilà, c'était vraiment... Il avait la possibilité d'être dans les meilleures lectures de l'année, clairement. D'ailleurs, je pense que pour l'instant, c'est pour lui que je vote pour le PLIB dans la section jeunesse IA. J'ai pas encore lu tous les finalistes, bientôt.
mais je les ai pas encore tous lus. Et vraiment c'est mon préféré pour l'instant. C'est un petit doudou tout en étant oui, dévastateur et terrible. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de la lecture. J'ai écrit une chronique pour Mémoire de la forêt. J'ai le tome 3. J'ai le tome 2 que je vais lire en automne. Le tome 3 que je vais lire en hiver. Et voilà, c'était vraiment très très beau. C'est bien écrit. C'est doux et terrible. J'ai envie d'être dans cette forêt. Donc voilà. Et alors je n'avais jamais lu le petit flap. J'ai envie de dire que la présentation de l'auteur explique pourquoi ce livre traite de ce sujet, puisque ça va parler de la mémoire, de la perte de mémoire, ce genre de choses. Voilà, c'était vraiment très beau et je vous le recommande. Allez, une dernière petite illustration pour la fin. Voilà. Je vous le recommande fortement. Et comme dans les mentions honorables, on essaie d'être rapide et efficace. Ensuite, on a The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender de Lesley Walton, que j'ai lu il y a un petit moment maintenant. Je l'ai écouté en audiobook sur Scribd. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais ce livre, je l'ai adoré. Il m'a fait pleurer à plusieurs reprises. La fin m'a fait pleurer. Et il y a aussi une autre partie du livre qui était juste... Oh, mon Dieu. C'était très beau. C'était à la fois très cosy et parfois terrifiant, au sens où c'était très violent et assez vulgaire parfois, puisque j'en ai parlé aussi dans la vidéo, mais j'ai l'impression que Lesley Walton dans ce livre écrit un petit peu comme Alice Oseman dans Practical Magic, et elle utilise parfois un vocabulaire très cru, alors qu'elle écrit d'une manière un peu eerie, donc un peu féerique, un peu très très belle, enfin elle écrit très bien je trouve. Et voilà, donc c'était à la fois chaleureux et horrifiant, il y avait une espèce de double atmosphère à la fois cosy et angoissante, oppressante. Il y a une scène que j'ai trouvée absolument affreuse à lire. J'ai adoré que ce soit autour, comme pour Practical Magic, autour d'une espèce de malédiction familiale en fait, et des espèces de pouvoirs qui sont un peu étranges dans la famille, répartis sur les différents membres de la famille. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je m'attendais pas d'ailleurs à aimer autant, hein. C'est l'un de mes audiobooks que j'écoute pour aller au travail. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient assez fleshed out, assez complexes, assez vraisemblables en fait. Ils auraient très bien pu... Alors attendez, hop là. Ils auraient très bien pu être vrais en fait, être là, présents. Mishka se joint à nous, mais pas tout à fait. Il y a des personnages que j'ai adorés, des personnages que j'ai haïs. J'ai trouvé la fin vraiment très belle. Je vous le dis, elle m'a fait pleurer, hein. Et je pense qu'elle peut d'ailleurs être interprétée de deux façons différentes. Et voilà, je m'attendais vraiment pas à apprécier autant ce livre. Et voilà. Ah oui, il y a aussi une ambiance cosy grâce à la boulangerie qui se trouve dans le roman qui est un peu un havre de paix au milieu des tragédies qui ont lieu autour des personnages et pour certains personnages. Je deviens efficace. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'arrives-tu? Une autre mention honorable, c'est The Kaiju Preservation Society de John Scalzi, qui est une lecture assez light que j'ai fait très rapidement puisque je l'ai lu en très peu de temps, en une journée en fait. J'avais envie d'un roman rapide et fun et il était là. Bon alors comme le titre l'indique, ça va parler de Kaiju, hein, en mode Godzilla, voilà. Alors je l'ai fait glisser des meilleures lectures aux mentions honorables parce que c'était vraiment une lecture... Alors Mishka s'est rangé dans le tiroir, tout va bien. C'était vraiment une lecture rapide et légère, mais c'était pas... Je suis pas persuadée que ce livre va rester avec moi toute ma vie. Vous voyez, c'est vraiment plus un truc léger. De toute façon, l'auteur l'a écrit pour ça, hein, pour écrire quelque chose de léger et de fun, quelque chose qui passe tout seul et qui est sympa, quoi. Mais pas quelque chose qui reste, quoi. Faut que j'arrête de dire quoi. Et j'ai adoré la note de l'auteur à la fin. Mais voilà, c'était génial, j'ai adoré m'immerger dans ce livre. C'était aussi émouvant, c'était pas particulièrement original niveau intrigue, mais c'était pas le but, hein. Et donc voilà, j'ai pas été surprise, mais j'ai passé un bon moment, du coup il fait partie des mentions honorables. Et je lirai d'autres livres de John Scalzi. Et voilà, si vous avez envie de juste de vous amuser un peu, tu vas descendre de là parce que tu n'as pas le droit d'être là. Allez, tu dis bonjour? Tu dis bonjour. Elle vous dit bonjour. Si vous avez juste envie de vous amuser, voilà, je trouve que c'est un bon livre pour faire ça. Et j'ai adoré le personnage de Niam, qui du coup était mon personnage préféré parce qu'il me faisait bien rire. Donc voilà, c'est léger, c'est fun, c'est drôle, je vous le recommande fortement. Ensuite, deux autres, en fait les derniers sont là, hein. On a Fantasy, pourquoi je l'ai dit en anglais je ne sais pas, Fantasy Media
les actes de colloque des Imaginales 2022 qui ont été dirigés par Anne Besson, par Florent Favard et Natacha Vazder. C'était génial. Alors il était dans mes lectures préférées. Alors Michel vous dit bonjour mais derrière la caméra. Voilà. Il faisait partie de mes lectures préférées mais il y a un article qui m'a un petit peu... Voilà. Du coup il est repassé dans les mentions honorables. Mais j'adore ce genre de livre. C'est juste trop bien. Entre temps j'ai lu celui sur Game of Thrones et je suis en train de lire celui sur Fantasy et Histoire. Génial. Génial. Je pense que mon préféré... Non, je sais pas. J'allais dire je pense que mon préféré est celui-là, mais en fait non, j'en sais rien parce que j'ai pas encore fini Fantasy et Histoire et que Game of Thrones était incroyable quand même, donc voilà. Donc c'était très bien, ça évoque donc, waouh, gros spoiler, la fantasy et les médias. Je sais. Mais du coup c'est réparti en 3 parties, je ne sais plus s'il y a un sommaire, oui. Et non, en fait il n'y a pas de sommaire. Alors du coup, la première partie c'est un genre des médias. La deuxième partie, quel public pour quel média. Et la troisième partie, circulation transmédiatique. Donc on va vous parler de différentes séries. Alors pour vous donner un petit peu envie, hein, on va vous parler de l'illustration de fantasy. On va vous parler de The Witcher, notamment la musique dans The Witcher. On va vous parler des loups-garous de Tiercelus, ça c'était un de mes articles préférés. Des forums RPG, de la Terre du Milieu, donc Terre du Milieu roman et film. On va vous parler de Netflix, des jeux de rôle, du sport et de la pop culture. De Once Upon a Time, j'ai adoré aussi cet article, à nouveau de The Witcher, mais pas sur la musique cette fois, sur les médias dans The Witcher. On va aussi encore vous parler du Seigneur des Anneaux et encore vous parler du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'était juste top, j'ai adoré ça. Je vous le recommande fortement. Pour être encore plus original, Fantasy et Moyen-Âge, dirigé par Victor Batagian et Anne Besson, lui aussi mériterait clairement d'être dans les meilleures lectures. Pourquoi il n'y est pas? Parce que j'ai mis 1000 ans à le lire et que du coup, voilà, on va dire que c'est un petit peu tenté par le fait que j'ai un peu souffert pendant les lectures. Un peu souffert, on s'entend. Mais j'ai vraiment mis longtemps à le lire et j'ai adoré parce que c'était génial, parce que c'était illustré et parce que c'était formidable et parce que voilà, ce livre est juste trop beau. Et il se divise, comme je vous l'ai déjà dit, en 3 parties aussi. Inspiration littéraire et artistique, inspiration historique. Et vous avez... Est-ce que je vais retrouver le sommaire? On ne sait pas. Les incontournables de la fantaisie médiévale. Voilà, c'était génial. Ma wishlist a littéralement explosé. Ma palle aussi du coup, puisque j'ai acheté des livres qui étaient là-dedans. J'en ai pas encore lu, mais alors là j'arrive à un point où j'ai tellement envie de lire Jean-Philippe Javorski. Genre vraiment. Mais en fait je ne sais pas par où commencer. J'en ai 2 en numérique. J'aimerais aussi me prendre, comment ça s'appelle, Gagner la guerre. Mais je ne sais pas en fait par où commencer. Il y a aussi le Chevalier aux épines qui a l'air bien. Au secours. Voilà. C'est au secours. Aidez-moi. Donc voilà. Donc c'était vraiment vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé qu'on mélange mythologie, histoire, qu'on nous parle de comment était entre guillemets le Moyen-Âge, comment on le voit dans les œuvres littéraires, mais comment il était historiquement, ou comment il était probablement historiquement. Et toutes les recommandations, enfin voilà, c'était trop bien. Il y a aussi des articles qui s'attardent un petit peu plus sur certaines séries phares ou sur certains auteurs phares. Et je ne peux que vous recommander ce livre, il était vraiment, vraiment très bien. Et il y a beaucoup, beaucoup de contributeurs différents. Et enfin, la dernière mention honorable, c'est This is How You Lose the Time War de Damal El Motar et de Max Gladstone, qui a été traduit en français par Les Oiseaux du Temps. C'est un court roman de science-fiction. Alors il est seulement dans les mentions honorables parce que je l'ai écouté en audio, que j'ai aimé ma lecture, mais que je pense que je l'aimerais beaucoup plus en papier. Parce que du coup, je vous en ai aussi déjà parlé, mais c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'on a en partie de la narration, puisqu'on va suivre Red et Blue, qui sont des agents rivales. Et on a une partie narration et une partie sous forme de lettres, et je n'ai rien compris à la partie narration. Ah, rien compris. J'ai compris certaines choses, mais à un moment donné, j'ai cru comprendre qu'ils étaient dans l'Antiquité ou à Carthage ou un truc du genre, et là je me suis dit mais quoi? Donc voilà, donc en fait le côté narration, je trouve, ne passe pas bien du tout en audio, ou c'est moi qui... voilà. Mais par contre le côté lettres, c'était génial en audio. Donc voilà, peut-être me faire un read-along, me le relire, enfin le réécouter et le relire en même temps. J'aimerais bien prendre des notes, j'aimerais bien surligner les phrases que j'ai trouvées absolument
magnifique, mais je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'étais en train de conduire, donc voilà. Et voilà, je suis super contente de l'avoir, il faut que je le relise. Je pense d'ailleurs que ça va bientôt venir parce que j'ai très envie là de la noter. Il est assez court, mon édition fait moins de 200 pages. 198 pages exactement. Donc voilà. Et j'aime beaucoup la couverture, je sais pas pourquoi, elle a un truc cette couverture. Et j'ai aussi découvert grâce à cet audiobook du coup une de mes narratrices préférées, Emily Woo Zeller. Est-ce que j'ai lu... Oui, j'ai lu un autre... Enfin, j'ai écouté un autre audiobook d'elle. Par contre, c'est un peu moins bien passé. Parce que... Alors, je mets mes audiobooks plus... Enfin, en vitesse 2 maintenant. Mais en fait, elle parlait trop vite dans cet audiobook-là. Donc, j'ai dû voilà, revenir un peu à 1,5 je crois. Et après, revenir à 2. Parce que, voilà, c'était une non-fiction et du coup, ça passait moins bien. Mais voilà. Du coup... Il faut que je le relise, c'était vraiment très bien, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu, je crois que je ne vous ai même pas dit de quoi ça s'agissait. En gros c'est l'histoire, si j'ai bien compris, parce que du coup, encore une fois, je n'ai pas relu le résumé, et j'ai eu du mal avec le côté narration. C'est l'histoire de la guerre du temps, il y a 2 camps, et Red appartient à un camp, Blue appartient à un autre camp. Et elles vont commencer à échanger des lettres. Mais c'est pas... Au début c'est pas une histoire d'amour. Au début c'est juste genre pour narguer l'adversaire. Et au fur et à mesure une relation va se développer. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus. Lisez-le. Je vais faire de même. Et on en a fini pour les mentions honorables. D'ailleurs pour les meilleures lectures de l'année jusqu'à maintenant, je m'arrête à juillet. Parce qu'entre temps... j'ai fait d'autres lectures très bonnes dont je vous parlerai plus tard. Je pense que je vous ferai un bilan de l'été, juillet-août. Parce que je comptais vous faire un bilan de juillet, mais en fait vu que les vidéos déjà sont hyper longues, le bilan de juillet va être interminable. Donc je vais essayer en fait de faire juillet-août et d'être, comment dire, plus rapide dans mes chroniques vidéo. Alors les meilleures lectures de l'année, alors c'est très simple, j'en ai qu'une seule en papier, toutes les autres étaient numériques, donc audio ou numérique. La première que j'ai adorée, c'est Sorcière, le sombre grimoire du féminin de Julie Proust-Tanguy. C'est une non-fiction sur, grosse surprise, la sorcière. Je l'ai lu juste après avoir lu Sorcière de Mona Chollet, je crois que c'est... Oui, c'est Sorcière de Mona Chollet que j'ai d'abord lu. Et en fait j'étais un petit peu, alors pas déçue par Sorcière de Mona Chollet, mais en fait c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Moi je voulais vraiment une histoire de la sorcière, de la figure de la sorcière, et c'est exactement ce qu'a fait Julie Proust-Tanguy dans Sorcière, celui-là. C'est un peu compliqué quand le livre s'appelle Sorcière. J'ai d'ailleurs fait une chronique croisée sur mon blog, je vous la mettrai dans la description. Donc là vraiment on a l'histoire de la sorcière de l'Antiquité à nos jours, les différentes figures de sorcières. J'ai adoré ce livre, il me le faut d'ailleurs en papier. J'ai vu qu'il y avait une édition illustrée qui était sortie, mais je trouve la couverture absolument immonde puisqu'il y avait orange, et le orange, cette couleur ne devrait pas exister parce que c'est moche. Pardon, je me calme. Je déteste le orange. Mais vraiment la couverture, je vais vous le montrer, voilà la couverture. Sachant que je déteste le orange, c'est pas possible. Voilà, alors que la couverture d'origine, elle est trop belle. Mais les illustrations sont pas en couleur. Moi je rêve d'une fusion entre la magnifique couverture d'origine et les illustrations en couleur. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Voilà. Donc c'était génial. J'ai un autre livre d'ailleurs de Julie Proust-Tanguy, j'ai Pirate, qui m'a été offert parce que j'ai participé à une campagne Ulule. Et voilà, donc c'est juste génial, on parle des clichés de la sorcière, on parle des différentes sorcières dans la littérature, dans la culture, c'était trop bien. Donc on va se retrouver avec Circé, on va se retrouver avec Médée, mais on va aussi se retrouver avec Carrie, on va se retrouver avec Baba Yaga, on va se retrouver avec les sorcières médiévales entre guillemets, avec les fiancées du diable entre guillemets, avec tout ça, voilà, c'était trop bien, c'était génial. Je ne sais que vous dire de plus, ce livre vraiment je l'ai adoré et c'est lui un peu qui m'a permis de bien commencer mon année et après de lire tout un tas de livres sur les sorcières. Du coup d'ailleurs je pourrais aussi vous faire une vidéo sur les livres avec des sorcières puisque j'avais déjà un peu commencé en fin d'année dernière et là vraiment ça a un peu explosé cette année où j'en ai lu plein. Donc voilà, enfin plein, j'en ai lu. Oui, j'en ai pas lu des millions mais j'en ai lu quelques-uns. Donc je pourrais vous en parler si vous voulez. Mais vraiment, entre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet et Sorcière, le sombre grimoire du féminin de Julie Proust-Tanguy, j'ai clairement préféré celui de Julie Proust-Tanguy. Juste parce que c'était vraiment ce que je recherchais en fait d'un essai sur les sorcières.
alors que celui sur Mona Chollet c'était davantage sur la femme moderne et ce genre de choses. Le fait de réutiliser le mot sorcière de nos jours de manière féministe. Donc c'était pas vraiment la même chose. Mais voilà, je vous laisserai aller voir la chronique sur le blog si vous voulez pour une vraie comparaison entre les deux livres. L'article est un petit peu long. Ensuite, mon deuxième livre préféré de l'année, je vous en ai aussi déjà parlé, c'est The Rules of Magic d'Alice Oseman. Donc c'est le tome 0.2 de Practical Magic, puisque je vous l'ai dit, hein, cette série est un peu particulière. On a Practical Magic le tome 1, on a The Book of Magic le tome 2, et on a entre deux préquels, Magic Lessons et The Rules of Magic. Donc Magic Lessons, ça se passe à la Renaissance, il me semble, alors que The Rules of Magic, c'est l'enfance de... Mon Dieu, comment s'appelle-t-elle? Franny et Jet, voilà. J'ai adoré ce livre. Découvrir Franny et Jet enfant, c'était génial. Mais alors ce livre, il est tellement émouvant. En fait, on découvre les tantes de Gillian et Sally. On découvre les tantes de Gillian et Sally en tant qu'enfants, que jeunes filles. Et on découvre du coup qui elles sont, comment elles se constituent, en fait leur personnalité d'adolescente. C'était incroyable. J'ai pleuré, alors à plusieurs reprises parce que voilà, c'était vraiment très émouvant. Il y a une scène en particulier qui était vraiment dure à lire. Je trouve ce livre meilleur que le tome 1, que Practical Magic, que j'ai quand même beaucoup aimé. D'ailleurs, je pense que Practical Magic doit avoir... j'ai dû lui mettre... Combien je lui ai mis de... Quelle note je lui ai mis? Je crois que je lui ai mis 4. Gros suspense. Mon ordi en ce moment, il n'est pas vraiment tout à fait en forme. Oui, donc à Practical Magic, je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Parce que j'ai trouvé ça très beau, mais vraiment, dans The Rules of Magic, on atteint un niveau supérieur, je trouve. Parce que les personnages sont encore plus attachants. Jet est mon personnage préféré de toute la série. Et j'allais dire de tous les temps, mais non, c'est faux. C'est juste un de mes nouveaux personnages préférés, comme je vous en ai parlé dans le Media Book Freak Tag. J'ai beaucoup aimé Franny, j'ai beaucoup aimé Vincent, leur frère. Il y a certains personnages secondaires que j'ai aussi adoré découvrir. Levi, par exemple. J'ai écouté toute la série, hein. Et j'étais vraiment complètement dedans. Enfin, je veux dire, en fait, pour qu'un audiobook me happe et que je sois vraiment dedans et que ce soit un de mes livres préférés de l'année, il faut le faire quand même. Parce que les livres audio, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pas mon truc. Je veux dire, il y a quelque chose qui me manque dans un livre audio. Parce que je peux pas annoter. Par exemple, il y a des citations de The Rules of Magic que je n'ai pas pu noter et je suis frustrée à cause de ça. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien, du coup comme Practical Magic maintenant est une de mes séries préférées clairement, j'aimerais bien avoir les éditions hardback, première édition, la première édition de Practical Magic en hardback. J'aimerais bien les avoir alignées comme ça là, magnifiques, merveilleuses. Et bon, ça arrivera un jour mais pas pour l'instant. Et j'aimerais bien les relire du coup en papier pour pouvoir les annoter parce que vraiment je trouve que Alice Hoffman écrit bien et j'ai envie de lire tous ses romans. Donc voilà, il y en a plusieurs ce script d'ailleurs. Mais voilà, je lirai d'autres romans d'elle, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je disais du coup? Oui, pour que je sois vraiment investie, il faut vraiment que déjà la narratrice soit bonne, que l'autrice écrive bien, et il faut vraiment que le livre ait quelque chose. Et là, clairement, je sais que le livre a quelque chose, il est incroyable. Donc voilà, tu connais. Donc j'étais clairement dedans. J'avais même pas envie d'arrêter d'écouter. Et c'était trop bien. Voilà. J'ai été émue, hein, comme je vous l'ai dit, évidemment. Il y a plusieurs moments d'ailleurs qui étaient durs, j'ai trouvé. Bon, j'ai noté les moments qui étaient les plus durs, mais je ne peux pas vous en parler parce que c'était affreux, évidemment, et que je ne veux absolument pas vous spoiler parce que ça ne se fait pas. Bon, sachez que, bon, alors si je pleure, vous vous doutez bien qu'il se passe des choses affreuses pour les personnages. C'était juste horrible. Mon cœur s'est brisé à de multiples reprises. Il ne s'en est toujours pas remis, honnêtement, parce que c'était... Voilà, c'était juste beaucoup trop horrible. On passe à autre chose. Il y a aussi beaucoup de références à des éléments qui ont un rapport avec les sorcières. Alors là, du coup, j'ai écrit dans ma chronique que j'étais en train de lire en même temps. En fait, comme j'étais absorbée par mes non-fictions sur les sorcières, donc Sorcière de Mona Chollet et Sorcière de Julie Postanguy, c'est là que j'ai commencé à écouter The Rules of Magic. Et du coup, en fait, ça faisait résonance entre ce que je lisais en numérique, du coup, et ce que j'écoutais, et c'était génial. Franchement, lire un essai sur les sorcières et lire un roman avec des sorcières,
les trucs se complètent parfaitement, c'était top. Toutes les références ou toutes les caractéristiques des sorcières que je trouvais dans la non-fiction se retrouvaient ensuite dans le roman. Du coup j'ai adoré ce genre de choses, par exemple, alors pour vous donner un exemple comme ça, le fait que les sorcières ne peuvent pas se noyer parce qu'elles flottent. Bah voilà, rien que ce genre de choses, l'avoir trouvé dans la non-fiction et l'avoir retrouvé dans le roman, je sais pas, en fait ça formait une espèce de lien entre les deux livres et enfin, j'ai adoré en fait ce genre de choses. J'ai mis qu'il y avait, oui, un lien forcément avec Practical Magic, puisque du coup, comme. Alors, je crois que Practical Magic est sorti en 1995 ou quelque chose comme ça. Et ce tome, ce préquel est sorti en 2017. Du coup, il y a comment dire, un rappel en rapport avec Practical Magic que j'ai trouvé était sympa. Mais je suppose que c'est encore mieux pour les gens qui avaient lu Practical Magic à l'époque de la sortie et qui, du coup, retrouvent en fait des références à ce premier livre qu'ils ont aimé dans ce tome-là. Et du coup, un petit peu comme pour un autre livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender, j'ai aimé dans The Rules of Magic qui est vraiment une ambivalence entre le côté cosy de la famille, le côté cosy du groupe avec les enfants, les sœurs et le frère, et les relations familiales, et d'un autre côté le côté absolument oppressant de la malédiction et le fait qu'on sait que tout le monde va pas se sentir vivant en fait, parce que ça semble évident que dès le début on sait qu'il y a des personnages qui vont mourir. Donc dès le début, on a un espèce de nuage noir qui flotte au-dessus de nous quand on est en train de commencer le livre. On sait que ça va mal se passer. Et en même temps, en fait, oui, vraiment, on a l'impression d'être dans du coton et que régulièrement, il y a un espèce de poignard qui se profile. Enfin voilà, c'était... J'adore en fait ce genre d'atmosphère ambivalente. Ce qui pouvait quand même être un peu frustrant parfois, mais voilà, ce livre est incroyable. Bon alors évidemment il y a de la romance dans The Rules of Magic, puisque dans la série Practical Magic, la malédiction autour de la famille Owens, ça touche l'amour, donc bon forcément il y a de la romance, et c'était bien fait, donc c'est une des rares séries et un des rares livres du coup, où je trouve que la romance est bien faite et où ça fonctionne pour moi. Donc si vous aimez pas ça, sachez que bon c'est présent et que quelque part c'est un peu au centre du roman, puisque comme la malédiction tourne autour de ça, forcément, voilà. Et voilà, j'ai noté aussi que j'avais adoré l'écriture, parce que oui, clairement, je lirai d'autres romans d'Alice Hoffman, parce que c'était juste incroyable. Et d'ailleurs, il y en a un en particulier que j'ai envie de lire, ça s'appelle The Dove Keepers, et je crois que ça se passe dans l'Antiquité, et voilà, j'ai trop envie de lire. Voilà, ce livre est mon préféré de la série, clairement. Et donc il me les faut tous. Alors celui que j'ai le moins aimé, du coup, je pense que c'est Magic Lessons, mais il était quand même génial. Une trilogie dont je vous ai déjà parlé, donc j'essaierai d'être assez rapide, c'est la trilogie du Bastan de Dolores Redondo. Donc le premier tome, Le Gardien Invisible, le deuxième tome de Charidos, et le troisième, Une offrande à la tempête. Cette série est incroyable. Incroyable. Alors, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Ce serait vraiment trop dommage. J'avais commencé d'ailleurs une méga chronique sur la trilogie entière que j'ai arrêtée parce que en fait j'ai fait la chronique complète du tome 1, je suis arrivée au tome 2 et en fait je me suis laissée emporter par les autres lectures que j'avais, les autres chroniques que j'ai faites, et du coup j'ai jamais fini cette chronique, mais je pense de toute façon que je vais un jour relire cette série parce qu'elle était incroyable et que je terminerai cette chronique à ce moment là. Mais en fait comme dans le roman dont je viens de vous parler, de Rules of Magic, on a vraiment une atmosphère à la fois cosy et à la fois absolument oppressante. Mais alors là, c'est pas seulement oppressant, c'est juste terrifiant et juste effroyable, puisque ce sont des policiers. Et le personnage principal, Amalia, est une policière, c'est Amalia Salazar, je crois son nom. Et elle va enquêter dans son village natal sur une enquête absolument effroyable. Et dès le résumé, on comprend qu'il va y avoir une espèce de légende et des espèces d'éléments du folklore en fait espagnol du coup. Et c'était génial. En fait c'était génial parce que du coup on a, comme je vous le disais, l'atmosphère cosy, le côté famille, le côté relation, le côté village un peu entre soi, et d'un autre on a l'oppression, le côté absolument horrible de l'enquête, le côté où vraiment on n'a juste pas envie de rester là et on a envie d'en sortir. En fait on a un havre de paix avec la famille et notamment la maison de la tante, et on a à côté tout le reste, c'est-à-dire les bois qui normalement sont assez accueillants, qui là deviennent vraiment le théâtre de crimes atroces. On commence à suspecter tout un tas de personnes, il y a des superstitions, il y a finalement il y a des meurtres en série, il y a aussi des traumatismes qui reviennent, qui reviennent du passé, ce genre de choses. On découvre des choses petit à petit sur Amalia, et vraiment cette série est incroyable. Tout le monde devrait lire cette série, c'était juste trop bien. Et du coup je suis trop contente d'avoir lu ces livres, que j'ai envie de continuer à lire. Et donc
l'autrice. Mais j'ai aussi envie de relire la trilogie. Mais du coup, il y a une vraie progression en fait entre le premier tome, le deuxième et le dernier. Et vraiment ils forment un tout. En fait on peut se dire mais 3 tomes, enfin ça va être trop long, il va y avoir des longueurs quoi. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était juste génial. Il y a des personnages hauts en couleur, des personnages qu'on va haïr, des personnages qu'on va adorer, il va y avoir des morts, il va y avoir des légendes, il va y avoir aussi une espèce de diffusion du surnaturel sur toute la trilogie. Et c'est super bien fait et voilà. Lisez les livres. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Alors c'est traduit de l'espagnol du coup. J'ai pas trop senti la traduction, parfois peut-être, mais ça m'a pas gênée et ça fait quand même partie des meilleurs livres de mon année. Et je pense d'ailleurs que c'est l'une des meilleures trilogies que j'ai. Donc je vais sans doute me les prendre un de ces jours. Il me faut par contre les éditions que j'ai lues, c'est évident. Et j'ai le préquel aussi qui est sorti, La face nord du cœur, qu'il faut que je lise. Je me le garde pour l'instant parce que en fait, j'ai tellement adoré ces livres que j'ai lu super vite par rapport à la taille des bouquins que j'ai peur de lire d'autres livres de Redondo. Ce qui est bête parce que je sais que je vais aimer, mais voilà, il me reste 2 autres de ces romans et voilà, pour l'instant je me les garde. Mais lisez-les. Si vous n'êtes pas hyper fan de thriller, peut-être que... Enfin, voilà, parce qu'il y a vraiment des choses affreuses qui se passent. Ça implique des adolescents, puis des enfants, puis des bébés. Donc vraiment, c'est... Voilà. Mais c'est... On passe à la suite. Il reste 4 livres. On peut le faire. Alors ensuite, un livre que j'ai lu qui est un des préférés d'une de mes amies. C'est elle qui me l'a conseillé d'ailleurs. Je l'ai adoré. Je ne sais pas ce que j'allais dire, mais je vais reprendre ma chronique pour être un petit peu plus clair. C'est Annihilation de Jeff Vandermeer. Ce livre est incroyable. Alors je vous en ai déjà parlé dans The Media Book Recap Tag, donc je vais essayer soit de vous dire d'autres choses, des choses que je ne vous ai pas encore dites, soit d'être plus rapide. Mais en gros, c'est un roman très étrange que j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais un peu peur de le lire parce que j'avais vu la bande-annonce du film, que j'ai toujours pas regardé d'ailleurs, parce qu'il spoil en fait les 2 tomes suivants et que j'ai toujours pas fini la trilogie, qui d'ailleurs maintenant n'est plus une trilogie puisqu'un tome 4 va sortir. Yay. C'est un peu ambivalent le yay, parce que d'un côté je suis contente parce que ça veut dire qu'il va y avoir une suite, et d'un autre j'avais envie de finir la série, genre que, vous savez, une série finie ça fait toujours plaisir, mais du coup là voilà. Du coup voilà, je verrai. Après j'ai pas autant aimé le tome 2 que le tome 1, donc c'est aussi pour ça que je suis un peu ambivalente et j'ai peur de lire le tome 3 et de pas l'apprécier, donc on verra. Revenons à Annihilation. Donc j'avais très peur parce que j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit mais mon dieu mais ça a l'air terrifiant. Donc je ne vais pas lire ça et je ne vais pas regarder ça parce que je vais mourir entre temps. Hein, voilà, donc non. Alors je pense que ça rentre aussi dans la weird fiction comme The King in Yellow dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. C'est pas tout à fait Lovecraft parce que bon j'ai jamais lu Lovecraft donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais je suis pas sûre que ça se rapproche tout à fait de Lovecraft, peut-être un peu. Il faudrait que vraiment je lise pour savoir. Mais je suis entrée dans le livre en ne sachant rien et en attendant rien et même en m'attendant à pas du tout apprécier, et c'est je pense pour ça aussi que j'ai adoré, parce que c'est un roman où sur une femme, on va être dans la tête d'une femme en fait qui s'appelle simplement la biologiste, et j'adore ce genre de choses quand les personnages n'ont pas de prénom et ils sont juste leur fonction en quelque sorte. On va la suivre et tout de suite on comprend, ce n'est pas un narrateur fiable, on ne sait pas si ce qu'elle voit c'est vrai ou pas du coup. Elle est très étrange, elle est aussi pas du tout agréable comme personnage, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire je vais m'attacher à elle au sens où je veux qu'elle réussisse, je l'adore, elle est adorable, pas du tout. On s'attache à elle mais en même temps elle est pas du tout appréciable comme personnage, c'est aussi ce que j'ai adoré chez elle du coup. J'ai eu l'impression un petit peu comme dans les livres que j'ai adorés l'année dernière, comme dans Into the Journey Deep, qu'il y avait une sorte de terreur qui prend le lecteur, en fait qui petit à petit se diffuse dans le roman et qui prend le lecteur, et le lecteur est incapable de s'extirper en fait du roman puisqu'il est complètement pris dedans. Il est pris dans l'exploration, il sait qu'il va se passer des choses parce que c'est évident. Il y a aussi des moments où la narratrice a l'air complètement détachée de ce qui lui arrive et que nous en tant que lecteurs on se dit mais là ce qui vient de se passer là c'est pas normal, au secours, fuis, réagis, agis comme un être humain normal, qu'est-ce que tu fais? Et donc nous en fait elle est détachée, mais nous on comprend quand même qu'il se passe des choses pas normales du tout. Et pour autant du coup j'ai eu l'impression qu'à un moment donné en fait le détachement du personnage principal déteignait sur moi en fait. Ce qui voulait dire en quelque sorte que l'infection du roman
détaillé sur la réalité. J'ai trouvé ça génial. Je vais me calmer un petit peu. Oui, donc j'ai noté qu'il y avait une espèce de forme d'angoisse qui se diffusait, hein, un petit peu comme l'espèce de terreur qui nous prend petit à petit. Bon, j'ai adoré que les personnages n'aient pas de nom, parce qu'il n'y a pas que elle, hein, il y a tous les autres membres de l'expédition, qui est une expédition exclusivement féminine, alors que la précédente, du coup, la 11e, était une expédition exclusivement masculine. Du coup, là, il n'y a que des femmes et elles sont... on ne parle d'elles qu'avec leur fonction. J'adore ce genre de trope, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. J'ai adoré l'écriture. Il y avait une espèce de côté weird, eerie, un peu fantastique, étrange, un peu poétique et en même temps... Voilà, c'était émouvant, oppressant et beau en même temps. Voilà. Ce livre est très compliqué à expliquer. Voilà. J'ai beaucoup aimé... alors je sais pas comment on le dit en français du coup, parce que comme je l'ai lu en anglais, je sais pas comment... enfin comment s'appelle le lieu en français. Mais en anglais c'est Era X du coup. Alors je sais que du coup le Southern Reach en anglais c'est... en français c'est le rempart sud. La zone X, voilà. La zone X du coup je suppose. Du coup la zone X est très étrange. Et en fait les personnages, enfin un des personnages doit, et le cartographe en fait, et doit faire une carte de la zone. En fait on se rend compte que c'est pas possible. Il y a des choses inexplicables qui se passent dans la zone X qui font que cartographier et comprendre comment fonctionnent les choses, ce n'est pas possible. Du coup en fait le livre joue avec, enfin la zone X joue avec l'esprit des personnages, quand le roman lui joue avec l'esprit des lecteurs. Du coup c'est... Voilà. Le roman est très très court. Je crois que mon édition faisait une centaine de pages, vraiment c'était... voilà, 195 pages. C'était vraiment, vraiment très court, mais ça fonctionnait très bien et ça se passe en 2 jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, enfin, on sent que en fait les personnages n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit et en même temps ça paraît beaucoup plus long que 2 jours. On a vraiment l'impression qu'ils sont là depuis des mois. Ça devient très vite, très creepy et on sent que, alors pas la folie, mais le côté étrange, en fait il y a un espèce de décalage petit à petit. Et en fait dès le début on sent le décalage, mais petit à petit ça on va dire se penche, s'incline de plus en plus. J'ai adoré. La fin m'a donné envie de lire le 2e tome immédiatement, et bon du coup le 2e tome c'était pas aussi, enfin moi en tout cas j'ai pas autant apprécié que le premier. J'ai quand même hâte de lire le tome 3, mais j'ai un peu peur. En fait j'avais très envie de lire le tome 3 juste après avoir fini le tome 2, mais je me suis calmée parce que c'était... voilà, c'est quand même des livres je pense qu'il faut... Enfin moi en tout cas j'ai besoin de les lire petit à petit et pas comme ça. Mais je vous le recommande vraiment, il faut que je regarde le film pour voir si... Voilà, comment c'est tourné et comment ils ont rendu ça. Mais j'ai vraiment hâte. Mais ce livre est génial, lisez-le. Ensuite on a aussi Beauty Queens de Libra Braid dont je vous ai déjà parlé. Alors je vous avais dit que c'était du coup un avion avec des miss qui s'écrasaient sur une île déserte. Et alors je l'ai écouté parce que pourquoi pas. Et je m'attendais vraiment pas à aimer autant et c'était génial. C'est pas seulement une critique des... oui, une critique d'ailleurs. C'est pas seulement une critique des concours de beauté, ça va plus loin que ça, c'est plus une réflexion sociale. On a des relations qui vont se nouer entre les jeunes filles et c'est ça que j'ai adoré en fait. Les relations entre les jeunes filles, découvrir les différentes personnalités, découvrir en fait aussi le fait que c'est pas parce qu'une jeune fille participe à ce genre de concours qu'elle est simplement son corps ou juste une apparence. En fait c'est aussi le côté, vous pouvez pas juste juger une personne par ce choix là qu'elle a fait à ce moment là. Et j'ai adoré, enfin j'adore ce genre de livre. Puisque du coup on a l'impression que c'est juste ça. En fait c'est plus profond. Et donc voilà. Donc voilà. Il a d'ailleurs je crois gagné quelques prix ce livre. Oui. Je vois qu'il a gagné le prix Romantic Times Reviewer's Choice Award for Young Adult Novel et Audi Award for Narration by the Author or Authors. Donc il a gagné un prix en tant qu'audiobook. Et je l'ai écouté et c'était, je comprends, c'était trop bien. Donc voilà, ça fait partie maintenant de mes lectures doudou et je vous le recommande clairement. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas juste des petites reines de beauté qui se crêpent le chignon, c'est justement ça qui fait que c'est top. Et voilà, et donc j'ai aimé que le... Ah oui, je crois que je n'en ai pas parlé de ça par contre dans le midi, mais j'ai adoré que le format soit assez divers puisqu'on n'a pas seulement la narration traditionnelle avec les moments où on suit en fait différents personnages,
Mais on a aussi par exemple des pubs que j'ai trouvées, elles m'ont fait beaucoup rire, parce que du coup en fait ce livre c'est aussi, en fait c'est, on se moque pas juste des concours de beauté en mode ah 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 vous avez vu les concours de beauté. C'est vachement plus que ça. C'est un livre qui se moque un peu de lui-même en fait, et qui se moque aussi par exemple des, enfin qui se moque un peu de lui-même, non. C'est un livre qui se moque de la société en général, et par exemple des publicités qu'on voit, où il y a aussi des Miss Teen Dream Fun Facts, donc des espèces de rubriques où comment dire, des journalistes vont interviewer les Miss Teen Dream, donc les Miss, et leur poser des questions. Et en fait on voit entre les points de vue, ou les chapitres où on est avec ces Miss et les moments où on a la rubrique en fait avec les journalistes, on voit en fait la différence entre la réalité et ce qu'elles montrent en fait. Et voilà, c'était top. Je me suis beaucoup attachée à certaines filles dès le début d'ailleurs. Même si au début certaines sont pas vraiment appréciables, on va dire. Voilà. J'ai aimé leur évolution. J'ai adoré que ce soit l'autrice qui raconte l'histoire parce que ça apporte quelque chose en plus. Je ne vous ai pas dit, je crois que mon personnage préféré c'était Tiara. Ce qui n'était pas du tout le cas au début. Au début je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça. Mais voilà, c'est elle mon personnage préféré. Je vais pas vous dire pourquoi, vous allez le voir par vous-même. Mais voilà, je trouve qu'elle est adorable et c'est celle qui a l'évolution de personnage le plus intéressant, je trouve. La plus intéressante plutôt. J'ai noté dans ma chronique que je ne savais pas ce que je préférais dans le roman. Que ce soit l'audiobook qui a été raconté par l'autrice elle-même, l'intrigue qui tourne autour de la survie sur une île, ce qui n'est absolument pas mon truc, mais je déteste ce genre de truc, mais alors là vraiment j'ai adoré. Les relations qui se nouent entre les filles, je pense qu'en fait c'est ça que j'ai préféré, parce que c'était sain en fait, tout simplement. Parce qu'elle crée de vraies amitiés solides et j'ai adoré ça. L'humour, qui est assez noir parfois et très sarcastique, et j'ai adoré ça parce que c'est pas ce à quoi on peut s'attendre en fait dans ce genre de roman. J'ai trouvé le décalage génial. L'avancée de l'histoire était top. La fin était trop cool parce que du coup on a un aperçu du futur des jeunes filles. Bon alors là par contre c'était assez... comment dire, c'était assez... je crois que je l'ai mis en spoiler dans ma chronique. C'était pas convenu, mais... Non, je vais pas en dire plus. J'ai aimé l'avenir des filles qu'il reste. Les sujets abordés étaient pas mal et ils étaient aussi bien amenés, j'ai trouvé, parce qu'on parle du coup des standards de beauté, du corps, de la sexualité, des règles, des filles, du côté sauvage, enfin plutôt des filles et de la sauvagerie. Voilà, je sais pas si vous... Des filles de la nature sauvage peut-être, ce genre de choses. De ce qu'on attend d'une fille, de l'amitié, des différences qu'elles soient culturelles ou autres. Je crois qu'on parle aussi un petit peu de religion aussi. La façon dont les gens voient les concours de beauté, surtout les enfants et les adolescents. On parle aussi de maternité, de paternité, de parenté en général, d'éducation, d'ambition, d'amour, de ce qu'il faut pour survivre sur une île. Et voilà. Il y a aussi un côté groupe que j'ai adoré, évidemment, puisque c'est un des mes tropes préférés en littérature. Et là, il y a un groupe, c'est merveilleux. Et à la fin, comme je vous l'ai dit, dans le Media Book Freakout Tag, on entend l'autrice rire et je sais pas, ça... Elle parle aussi de la genèse du roman, de comment elle l'a écrit, tout ça, et j'ai adoré en fait l'entendre répondre à ces questions. Ça a bien complété le roman en fait, et j'étais triste, j'étais super triste en fait de le finir. J'ai eu envie de le recommencer tout de suite, mais je le garderai pour des moments où j'ai besoin de réconfort, on va dire, donc je l'écouterai dans ces moments-là. Ce roman était top, voilà. Vraiment pas un livre que je m'attendais à adorer à ce point. Et l'humour, vraiment, c'était... Enfin, trop bien, trop bien. Donc je vous le recommande, clairement. Mais vraiment, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais c'est aussi pour ça que j'adore ce livre. Ensuite, on a la séquence Hartmann de Saul Pandelakis, le roman, le meilleur roman en fait de cette année pour l'instant. Je vous en ai déjà parlé aussi, parce que c'est aussi le livre que j'ai choisi pour Best Book So Far, le meilleur livre jusqu'à maintenant, dans le Media Book Freakout Tag. Donc je vais être assez rapide. C'est une science-fiction où la Terre est... c'est la fin de la vie de... C'est la fin de vie de la Terre, clairement. Et du coup, les habitants de la Terre vont se diviser entre les bots et les êtres humains, ou ceux qui en restent. Et on va suivre deux personnages. Un être humain qui se trouve sur un vaisseau qui a quitté la Terre pour essayer de terraformer une autre planète pour que l'humanité survive en fait. Et un bot qui se trouve sur Terre. C'était génial. C'était génial. Ce livre est très gros, et c'est un service presse. Ce livre était très gros, mais je l'ai lu
assez rapidement, j'ai juste adoré. Dès le début en fait, j'ai trouvé que l'écriture était vraiment de qualité. C'était beau, c'était poétique. On apprend plus sur l'univers, puisqu'il y a des moments où on revient dans le passé pour comprendre comment on est arrivé là. Il y a une réflexion sur l'intelligence artificielle. Il y a une réflexion aussi sur la mort, sur la vie, enfin la valeur de la vie, ce genre de choses. C'était trop bien. J'ai adoré ce livre. Je pense que je le relirai d'ailleurs parce qu'il était vraiment, vraiment incroyable. Il y a des moments qui m'ont un petit peu gênée, mais en fait, finalement, c'était juste génial. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, puisque comme j'ai déjà parlé du livre dans une précédente vidéo, j'ai pas envie en fait de vous redire en fait ce que je vous ai déjà dit. J'ai une chronique sur le blog, si vous voulez, je vous la mettrai en description, mais vraiment c'était la grosse surprise de l'année, parce que vraiment, déjà je voulais pas lire ce livre à l'origine. On me l'a proposé en service presse et je me suis dit pourquoi pas, et vraiment c'était incroyable. J'étais triste de le finir, j'avais envie de rester avec les personnages, j'ai pleuré à certains moments, c'était voilà. Si vous aimez la science-fiction, je vous recommande fortement ce livre. Alors je vais voir si je peux vous en dire un petit peu plus par rapport à ce que je vous ai déjà dit dans le Media Book Freakout Tag. Oh là là, je suis partie en cacahuète dès les premières lignes de ma chronique, tout va bien. Et je vous ai dit que l'écriture est incroyable, les dialogues sont authentiques, ça je vous l'ai dit aussi je crois dans la chronique. La narration était excellente, c'était quasi poétique parfois, c'était très beau. Oui, je vous ai parlé des deux environnements très différents, du coup la Terre et le vaisseau. Je vous ai aussi dit d'ailleurs que c'était assez rare quand on suit deux personnages aussi éloignés et aussi différents que j'ai envie de passer autant de temps avec l'un qu'avec l'autre. C'est-à-dire que quand on quitte l'un des deux personnages, c'était pas grave parce que je l'aimais autant que l'autre. C'est très rare, pour être souligné. Il y a un moment où aussi on parle de santé mentale, on va aussi parler d'altérité, étant donné qu'on va suivre à la fois un être humain et un bot. On parle des droits des bots, du coup, ce qui était assez intéressant. De conscience des intelligences artificielles et d'incarnat, ce qui m'avait jamais, enfin pas jamais traversé l'esprit, mais je m'étais jamais vraiment posé la question. C'était vraiment très intéressant. C'est assez politique aussi. Donc si vous n'aimez pas trop les romans politiques, voilà, là ça l'est clairement. Je pense que je vous l'ai pas dit, mais en fait au fur et à mesure où je lisais le livre, c'était vrai. C'est comme si, quelque part, ça, c'était... Enfin c'est vraisemblable, mais on a l'impression que c'est arrivé en fait. Donc la diversité n'était pas forcée, ce qui était bien, parce que je pense que j'aurais détesté le lire si ça n'avait pas été le cas. Oui, il y a un seul élément qui m'a gêné à un moment donné, c'était un commentaire sur les hommes cis hétéros, où je me suis dit bon... Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Parce que justement en fait comme le roman était ne faisait jamais une généralité, en fait là c'était une généralité où je m'étais dit mais enfin, ça servait à rien de faire ça. Donc voilà. Ok. Il y a un truc que j'ai adoré mais je ne peux pas vous en parler parce que c'est quelque part un spoiler. Ou pas parce que il me semble que c'est déjà dit. Oui, c'est dit dans le résumé en fait. On parle d'une correspondance en fait entre nos deux personnages et en fait ça arrive très tardivement dans le roman, mais j'ai adoré quand ça arrive. Et voilà. En fait je crois que ma partie préférée c'était vraiment la partie sur la conscience des bots, la réflexion sur l'incarnat, sur l'intelligence artificielle et sur les droits qu'ils ont, leur lutte pour les droits. J'ai trouvé ça vraiment incroyable et c'était génial. Voilà. Et j'ai aussi aimé, du coup ça c'est pour Asha, le bot, et pour Ross, qui se trouve sur le vaisseau. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, on est dans un espèce de huis clos en fait avec son vaisseau. Et j'ai aimé qu'il y ait toute une réflexion sur justement la santé mentale dans le vaisseau, ses compagnons de voyage, les relations qu'ils forment entre l'environnement, l'ambiance, j'étais dedans et c'était génial. La fin, j'ai eu très peur d'être déçue par la fin, parce qu'il y a un élément où je me suis dit, si ça va par là, c'est foutu pour moi. Mais non, en fait c'était très beau et j'ai adoré. Allez lire ce livre. Je suis désolée mais je suis un peu fatiguée. On va y arriver. Il nous reste un livre et je n'en ai encore parlé nulle part, donc c'est un inédit. Incroyable. Ce livre, c'est un livre que j'ai écouté en audio, donc un petit peu comme Beauty Queens et pour The Rules of Magic. Il en faut beaucoup pour qu'un audiobook se retrouve dans ma liste des meilleures lectures, parce qu'il faut vraiment qu'il soit... Voilà. Ce livre était génial. C'est Yellowface de R.F. Kuang. Je ne sais pas comment on dit, enfin je pense que c'est comme ça qu'on dit son nom, Kuang, je pense. C'est l'autrice qui a écrit The Poppy War, que j'ai toujours pas lu mais que j'ai, et Babel, An Arcane History, que j'ai très envie de lire. Elle a étudié, elle a un master en études chinoises,
Et voilà. Et donc son roman là, Yellowface, c'est un roman qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait avant, puisqu'avant la première série qu'elle a écrite et Babel sont des romans de fantasy. Là c'est un roman contemporain, donc on va dire que c'est de la fiction littéraire. Et ça va traiter de l'édition, du monde de l'édition, et du fait que dans son roman, une autrice qui n'est pas asiatique va se faire passer pour une autrice asiatique ou ayant des origines asiatiques pour publier un roman qu'elle prétend avoir écrit. Je ne vais pas en dire plus. Mais ce livre, en fait, j'ai vu qu'il était... Enfin, avant même d'être publié, j'ai vu qu'il était très populaire et qu'il était beaucoup mis en avant. Et quand ça arrive, j'ai tendance à aller dans l'autre sens. Parce que je n'aime pas lire des romans populaires, en fait. C'est pas que j'aime pas lire des romans populaires, c'est que j'ai un esprit de contradiction qui fonctionne de manière très étrange. C'est-à-dire que plus on va me recommander un livre, moins je vais le lire. Et donc comme je voyais Yellowface partout, j'avais pas envie de le lire. Voilà, tout simplement. Et je suis tombée dessus sur Scribd. J'avais besoin d'un audiobook. Et je me suis dit, bon allez, on y va. Je ne pensais pas que j'allais le lire aussi vite. En fait, je l'ai lu, je crois, en une journée. C'est-à-dire que je l'ai commencé un jour, je l'ai fini le lendemain parce que c'était juste... J'avais trop envie de lire. J'avais trop envie de continuer à lire. Ce livre était addictif. L'audiobook était vraiment, vraiment addictif. J'ai pas remarqué particulièrement que l'écriture était bien, mais elle était pas mauvaise non plus. C'est-à-dire que juste c'était fluide, c'était prenant, c'était... Oui, j'allais dire agrippant, mais ça n'existe pas. Oui, c'était juste prenant en fait, j'avais juste envie de continuer à lire. C'était top. Je l'ai choisi par curiosité et je m'attendais pas spécialement à le lire et c'était incroyable. Incroyable. La principale raison pour laquelle j'ai adoré ce livre, c'est parce que les personnages... Comment dire? On pourrait se dire, vu les prémices de l'histoire, les personnages vont tous être des stéréotypes. Aucun n'en est un. Aucun. C'est-à-dire que ce sont tous des personnages vivants sur la page. Ah, sur la page, oui. Dans les oreilles, du coup. Ce sont tous des personnages vivants. Et on pourrait se dire, Athéna, par exemple, qui est le personnage qui va écrire un roman et qui va se retrouver à... Comment dire? Je ne sais plus si c'est écrit... Je crois que c'est écrit dans le synopsis. Alors moi, comme je n'avais pas lu le synopsis, voilà. Mais en gros, une jeune femme qui s'appelle Athéna Liu va mourir au tout début du roman. C'est pas un spoiler. Elle va mourir au tout début du roman. Elle venait juste de finir un roman. Et ce roman va lui être pris par son amie. Qui n'a pas beaucoup de succès et qui est blanche. Alors Athéna est chinoise. Il me semble qu'elle est chinoise. Oui, parce qu'elle écrit du coup sur la Chine et il me semble qu'elle l'est. J'ai peur de dire n'importe quoi. Oui, il me semble que c'est ça. Donc Athéna est très connue et June pas du tout. Et donc Athéna va mourir, June va prendre son livre et va le publier. Mais en son nom. Alors là on pourrait se dire déjà, moi j'ai lu les prémices et je me suis dit, je le sens pas. J'y suis allée quand même. Et donc Athéna n'est pas du tout un personnage parfait. Et ça, j'ai trouvé que ça l'a... Enfin, en fait c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte qu'Athéna n'était pas un personnage parfait. Que ce livre en fait, c'est pas juste... Oh là là, vous avez vu, le personnage principal blanc est raciste et donc, oh là là, tous les autres personnages racisés, entre guillemets, sont parfaits. Si ce livre avait été comme ça, il aurait juste été mauvais. Là, Athéna n'est pas parfaite. Il y a des aspects de sa personnalité qui font que ce n'est pas un personnage qu'on apprécie. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais clairement, elle n'est pas idéalisée. Et c'est ce qui fait toute la crédibilité de l'histoire et c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui fait de ce roman un roman intelligent et une critique intelligente du monde de l'édition, en fait. Parce que ces personnages qui évoluent ne sont pas juste des caricatures. On n'a pas juste la méchante blanche et la chinoise parfaite. Et heureusement, parce que sinon ces livres n'auraient aucun intérêt. Là, June, bon alors elle est insupportable. Vraiment, il y a des moments où juste non. Il y a des choses qu'elle dit, il y a des choses qu'elle fait et des justifications qu'elle se cherche. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça? En fait, dès le début, June est un personnage où on se dit, mais tout ce que tu fais, tu sais très bien que ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Tu sais très bien que ce que tu fais, tu vas le payer après. C'est juste pas admissible, tout ce que tu fais. Il y a des... Juste non. Juste non. Et quelque part, c'est impardonnable, tout ce qu'elle fait. Mais, vous verrez en lisant. Mais, elle c'est aussi un personnage qu'on va... Il y a des moments où on va avoir pitié d'elle.
Ça veut pas dire qu'on excuse ce qu'elle fait, ça veut pas dire qu'on comprend ce qu'elle fait, ça veut pas dire qu'on se dit non mais elle a eu raison ou qu'on justifie quoi que ce soit de ce qu'elle a fait. Mais il reste que ce personnage est un personnage, comment dire, à plusieurs facettes. C'est pas juste un monde manichéen où il y a des gentils et des méchants. C'est vraiment un monde où les personnages sont complexes, comme dans la réalité en fait. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu m'arrêter de lire. Parce qu'il y a des moments où vraiment, j'avais envie de la claquer. Ce personnage, j'avais envie de la frapper. Et après, il y avait une scène où juste j'avais envie de lui dire, mais j'avais envie de lui faire un câlin tout en lui disant, mais tu te rends compte que c'est de la merde ce que tu fais, non? Tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ce livre est génial. Voilà, je ressens beaucoup de choses pour ce livre. Mais enfin, voilà, j'ai adoré ce livre. D'ailleurs, il me le faut en hardback aussi, parce que du coup, comme c'est un de mes livres préférés de l'année, je le veux en hardback. Je veux l'avoir entre les mains, pouvoir vous le montrer en vrai. Enfin, voilà, j'ai vu qu'il y avait des éditions spéciales qui étaient à des prix mais exorbitants. Donc, même d'occasion. Donc bon, voilà. Et en fait, on voit que ce personnage qu'on déteste, parce que j'ai détesté June du plus profond de mon être, même si à des moments donnés, j'ai pitié d'elle, je l'ai profondément détestée. En fait, elle est dans une espèce de spirale. Elle fait les mauvais choix. Tous les mauvais choix. Dès le début, elle fait n'importe quoi. Et oui, j'ai écrit dans ma chronique qu'à un moment donné, juste je ne pouvais que la détester. J'ai eu envie de la frapper. Voilà. Mais en même temps, il y a aussi une critique. Alors je sais pas si je l'ai écrit parce que j'ai mis beaucoup de spoilers dans ma chronique Goodreads parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont abordées, de choses qu'elle fait. J'ai pas envie de vous le lire, j'ai envie que vous les découvriez vous-même quand vous allez lire en fait. Mais en fait on est... En fait, en faisant d'elle la narratrice, parce que du coup on est dans la tête de June du début à la fin, l'autrice aurait pu la rendre plus appréciable, aurait pu la rendre plus agréable, parce que on est dans sa tête. Et pour autant, non, à aucun moment. À aucun moment j'ai trouvé que c'était un personnage agréable. Aucun en fait des personnages, je trouve, on est un personnage auquel on peut s'attacher, qu'on peut apprécier. Aucun. Ce qui fait que ce livre est génial. Voilà. Et donc on a aussi, comme je le disais au début, une critique du monde de l'édition. Alors je ne connais pas le monde de l'édition, hein, je n'ai jamais été éditée et je suppose aussi que le monde de l'édition en France n'est pas le même qu'aux États-Unis ou encore qu'en Angleterre ou ce genre de choses. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais là on a une critique du monde de l'édition, ça donne juste pas envie en fait de publier. Ça a l'air d'être un immense cauchemar. Parce qu'en fait, l'art, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'argent qu'on peut tirer de ce qui est publié. Et du coup, à partir du moment où on a un filon, où on a écrit quelque chose, où on a un sujet de prédilection, c'est fini. C'est ça qu'on écrit, et c'est tout. Et j'ai trouvé que c'était juste... Ça donne tellement, mais vraiment tellement pas envie. Alors, encore une fois, hein, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas... Enfin, je pense que c'est plutôt vraisemblable et plutôt réaliste, puisque je pense que ça reflète aussi un petit peu l'expérience de l'autrice dans le monde de l'édition. Mais alors vraiment, le côté... Enfin, vraiment, ça donne tellement pas envie. En fait, ça donne vraiment pas envie juste d'envoyer son manuscrit. Parce que quand on voit comment les auteurs sont sélectionnés, qu'il faut avoir des relations pour percer ou pour être publié, juste non. Donc voilà. Parce que du coup, là, on nous explique que certains manuscrits ne sont juste pas lus, en fait. Donc voilà. Ok. On a aussi à un moment donné des maisons d'édition qui ont comment dire, des nomenclatures en fait, des tableaux à respecter, ce qui encore une fois ne donne absolument pas envie en fait, parce que l'objectif c'est pas de, vraiment encore une fois pas de faire de l'art en fait, pas d'offrir une œuvre d'art à un public, mais vraiment de faire plaisir à un public pour gagner de l'argent. Voilà. Non mais vraiment, c'était pas dur de lire ce livre, mais il y avait des moments où je me disais mais vraiment mais pourquoi quoi. Il y a aussi un moment où on parle de couverture, de noms d'auteurs, de pseudonymes, ce genre de choses. D'accord. Ça m'a mise mal à l'aise. Voilà. Il y a aussi le côté paranoïa des auteurs où ils se disent mais en fait je vais écrire quelque chose et potentiellement si je parle de ce que je suis en train d'écrire, on va me le voler. Moi j'étais là, waouh. D'accord. Donc en fait tout ce sur quoi les auteurs vont travailler, leurs projets récents ou ce qu'ils n'ont pas encore publié ou les choses qu'ils veulent faire, ils peuvent pas en parler, même un ami. Parce qu'en fait ils se disent à tout moment, on peut me voler soit ce sur quoi je suis en train d'écrire, soit l'histoire de ma vie pour en faire un livre. Terrifiant.
Et on nous parle aussi, alors là c'est vraiment un sujet que j'ai adoré voir traité dans ce livre, de la cancel culture et des réseaux sociaux. Alors, je déteste profondément June, je l'ai dit. Mais je déteste aussi profondément la cancel culture. Parce que, vraiment, alors ça c'est peut-être quelque chose qui n'est pas... Enfin je veux dire, je ne sais pas en fait comment c'est pris ce genre de choses, mais moi le fait de voir qu'on va censurer des œuvres, comme par exemple récemment Roald Dahl ou Agatha Christie, parce qu'ils ont écrit de telle façon, parce qu'ils ont utilisé tel type de mots, parce qu'ils ont... En fait, ce sont des œuvres qui sont écrites. Elles ont été écrites comme ça. Donc elles sont publiées comme ça, et on ne va pas, après la mort d'un auteur, changer ces œuvres pour supprimer des mots ou ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est ok d'utiliser certains mots maintenant, ou d'être raciste ou sexiste ou je ne sais quoi dans des romans maintenant. Mais, et même avant, je veux dire, le sexisme et le racisme, à aucun moment je me dis que c'est ok. Mais je me dis pas non plus que c'est ok de prendre des œuvres d'auteurs et de les changer après. Juste ne les lisez pas en fait. Je veux dire, pourquoi les rééditer en supprimant des mots, ou en supprimant des portions, ou en changeant des choses? Je ne comprends pas. Donc c'est quelque chose que vraiment, qui m'énerve beaucoup. Parce que beaucoup d'auteurs ont fait des choses horribles, ou des choses méprisables, ont écrit des passages dans certains livres qui sont racistes, sexistes ou autre chose. Soit on les publie tels qu'ils sont, soit on ne les publie pas, on ne les lit pas. Ils sont morts. On ne va pas leur demander de refaire leur livre. Ce n'est pas possible. Donc ce sont des choses qui... Voilà, ça, je suis un peu sensible à ce genre de choses. Donc le voir traité dans le livre, ça m'a plu. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être mieux de lire ces livres et de dire bah j'ai remarqué telle chose. Oui, c'est problématique maintenant. À l'époque du coup bah c'était accepté je suppose. Mais voilà, on va pas changer le livre pour autant. Le livre est comme ça. Point. Je veux dire, l'auteur l'a écrit comme ça. Il est comme ça. Point. Je ne comprends pas le fait de changer. Je vais m'énerver donc je vais me calmer. Et donc, soit on les lit comme ça et on dit oui effectivement, ça c'est problématique. Ou cet argument n'a plus cours maintenant. Ou ce thème n'est plus traité comme ça maintenant. Ou voilà, ce genre de choses. Mais, ou on les lit pas juste. Et on explique pourquoi on les lit pas. Parce qu'il y a des auteurs comme ça que je ne lis pas, pour certaines raisons. Mais pourquoi se dire, ouais, la cancel culture c'est cool. Juste quand je vois, rien que le mot cancel maintenant je ne peux juste plus le voir parce que ça me fait grincer des dents, ça me hérisse le poil, c'est juste, non. Et la violence qu'il y a derrière tout ça aussi, c'est juste terrifiant. Il y a un moment donné dans le roman où on va avoir un déferlement de violence sur les réseaux sociaux et ça m'a révulsé profondément. Parce que même si la personne qui subit cette violence, je la hais, à aucun moment je me dis que c'est ok. Parce que c'était juste... C'est juste non. En fait, voilà, c'est juste non. Voilà. Je vais me calmer. En fait, ce livre, il va incarner le fait que des gens peuvent passer d'un extrême à l'autre, peuvent être extrêmement violents. Dans la vraie vie, hein, en vrai, sur un plateau télé, par exemple, à un moment donné, il y a une scène comme ça qui est juste que j'ai trouvé extrêmement déplacée, extrêmement violente et qui m'a mise mal à l'aise, mais qui peuvent aussi l'être quand ils sont séparés des gens par un écran. Parce qu'ils se disent, c'est ok, peu importe les conséquences en fait. Et il y a aussi, ah oui, je l'ai écrit aussi, quand ils sont séparés des gens par un écran, ils disent tout ce qu'ils pensent, sans filtre. C'est-à-dire que, pour eux, on a l'impression que ce qu'ils écrivent, ça n'a pas de conséquences. Ou pire, ils veulent que ça ait des conséquences. Parce que du coup, ça s'escalade et ça produit quelque chose d'affreux. Et il y a d'ailleurs à un moment donné un personnage qui dit à un autre, mais en fait, ta vie sur les écrans, ce n'est pas ta vie réelle. Il faut que tu fasses la différence entre les deux. Sauf que quand les réseaux sociaux sont autant utilisés pour faire de la promotion, pour la réputation des auteurs ou ce genre de choses, en fait, un petit commentaire qui va s'escalader après, c'est pas juste... On peut pas juste l'effacer en fait. Et voilà, j'ai trouvé ça terrifiant et j'ai aimé en fait que ces sujets soient abordés dans le livre. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après ce sont des spoilers et donc je ne veux pas vous spoiler. Oui, j'ai fini ma chronique en expliquant que du coup, comme je l'ai dit en fait au début, que c'était fluide et que c'était bien écrit et que j'ai été emportée dans le livre et que c'était vachement rare et voilà. Du coup, je ne m'attendais pas à m'énerver autant sur ce livre, je suis désolée. J'ai adoré ce livre, il était excellent, il était complexe, il était bien écrit. Et du coup, je lirai d'autres livres de cette autrice. Je
Je sais pas si je commencerai par The Poppy War parce que je l'ai. J'ai pas la trilogie complète mais j'ai le premier tome. Mais voilà. Du coup c'est un livre qui me tient à cœur, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé excellent, je l'ai trouvé bien mené. Et voilà. J'adore ce livre, il me le faut. Et voilà. Donc je m'arrêterai sur ce livre, je suis désolée de m'être laissée emporter par la passion, ça faisait longtemps. Donc, la vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment commenter, qui s'abonnent. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que la plupart des livres dont je vous ai parlé sont disponibles en français. Yellowface n'a pas encore été traduit par contre, je crois. Je vais vérifier tout de suite. Non. Comme il vient de sortir, enfin il est sorti en 2023 du coup, donc il n'a pas encore été traduit. Il est sorti en mai. Donc je pense que vu le succès du roman, il finira par être traduit rapidement. Puisqu'il a bientôt 100 000 notes sur Goodreads. Enfin, vraiment c'est un roman qui n'est pas passé inaperçu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces livres. Toujours dans le respect et la bienveillance, dirons-nous. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les lire, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, tout ça. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!